Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud. Bonjour à tous, bonjour Marine. Comment ça va ce matin? Ça va. Ça va? Bah oui. Oui, comme ça, comme un mardi? Bah comme un mardi. Bah pourtant, vous savez que ce matin, on va aller visiter une région où tous les superlatifs sont autorisés. Ouh là 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 là. Bah oui, si je vous dis le comté, le morbier... Vous savez comment me parler. Hein, si je Quand vous on parle de dis fromage. la Morteau, la Montbéliard, le Mont d'Or. Bah oui, La vous l'avez Franche compris. Comté. Alors, je ne moque pas mes amis comtois, je suis comtois d'origine. Donc je me permets parfois de sortir un peu l'accent qui est au tréfonds de moi-même. Et on va visiter la Franche-Comté, Jura, Doubs, territoire de Belfort, Haute-Saône. Voilà, une merveille de région avec toutes ses spécialités, vous l'avez compris, des chefs dans plusieurs secteurs d'ailleurs. Et on va découvrir donc ces splendeurs, voilà, de la Franche-Comté qui fonctionne très bien. Hein. Le Jura, ça marche très bien là cet été. Hein. Je crois qu'il y a une recherche de fraîcheur. On l'a compris puisqu'on est souvent en moyenne altitude et qu'il y a du vent, il y a de la fraîcheur. Alors en hiver, c'est un peu rude parfois, mais en ce moment, on en profite. Et puis dans la première partie de cette émission, juste après la revue de presse régionale de Marine, on va se poser notre question d'été. La question ce matin, puisque le masque est obligatoire, comment bien le choisir et comment l'utiliser? Parce qu'on a entendu tellement de choses, Marine, et leur contraire, hein, sur le masque, sur comment, je sais pas, d'abord comment l'acheter, comment le conserver, combien de temps ça dure, combien de temps on le porte, ceux qui sont lavables, comment on les lave, à quelle température, est-ce qu'on peut les réutiliser dans la... Enfin bon, tout est n'importe quoi, puisqu'il y a plus de 200 villes aujourd'hui qui ont décrété que le masque était obligatoire dans les rues et que ça va ne faire qu'en s'augmentant. Eh bien, on va se poser la question avec un professeur de médecine, bien sûr, il nous faut un médecin hein, pour le côté sanitaire, et puis un fabricant de masques aussi pour nous raconter un petit peu cette épopée du masque français. C'est tout de suite dans quelques minutes, mais d'abord la revue de presse de Marine. Sud Radio, la revue de presse des régions. Alors, les masques, il en est déjà question dans nos quotidiens, Marine. Oui, de plus en plus de communes prennent des arrêtés dans certains lieux extérieurs, explique la Dépêche du Midi, où la question de la généralisation se pose face à une résurgence de l'épidémie en France. Le masque devient obligatoire dans 240 communes en France, nous explique la Provence. Mais les maires de Provence, justement, hésitent sur cette question de généralisation du masque dans la rue. C'est aussi la une de la République des Pyrénées. Le masque obligatoire gagne les centres-villes et la pression monte, nous dit Sud-Ouest, sur le masque en extérieur. Reportage à Biarritz où des panneaux rappelant les règles sont peu à peu mis en place en ville. Alors, aucune excuse pour les promeneurs démasqués. Et cette autre question posée par le quotidien bordelais, doit-on redouter une deuxième vague? Le directeur de l'ARS régionale, du coup, évoque la situation en Nouvelle-Aquitaine. Et dans les Pyrénées-Orientales, Canet et Argelès sont les deux seules communes à avoir pris cette mesure pour l'instant, précise l'indépendant catalan. Bon, alors évidemment, ce masque, Marine, il nous protège, mais il y a des dommages collatéraux. Il protège, mais il pollue. Oui, c'est le titre de Vosges Matin. Quand les masques polluent, les masques devenus une nouvelle source de pollution, alors les collectes s'organisent dans les Vosges, c'est à dire dans Vosges Matin. Et autre pollution, celle de l'eau, celle de Totavel à la une de l'Indépendant catalan. Cette image inhabituelle de rationnement en pack d'eau potable. 2 plaintes ont été déposées après la pollution qui prive les habitants d'eau potable depuis quelques moments déjà. L'une contre X pour connaître l'origine de la pollution et l'autre contre l'agglomération. Les suites de cet épisode à lire du coup dans l'Indépendant. Oui, on en parlait la semaine dernière dans notre débat sur l'eau, hein, évidemment des problèmes de tout ce qui rentre dans les nappes phréatiques. Et on termine, alors on reste sur l'eau et je dirais même sur une nouvelle vague parisienne. Oui, c'est pas celle du Covid, je vous rassure. Non. Pratiquer le surf en plein Paris, ce sera bientôt possible et c'est le Parisien aujourd'hui en France qui nous l'apprend. Un espace sportif de 1000 m² est en construction dans le 15e arrondissement et il accueillera bientôt une vague statique. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous voyez le principe. La vague qui Vincent. bouge pas, c'est quoi? C'est glacé ou quoi? C'est un espèce de petit bassin dans lequel on vous envoie effectivement une espèce de vague artificielle et vous êtes debout sur une planche et du coup vous pouvez surfer. C'est bien pour les débutants, c'est bien aussi pour les confirmés et en tout cas ça permettra de se rafraîchir
faire les idées. Seul bémol, il faudra attendre l'année prochaine, avril 2021, pour pouvoir prendre sa première vague ou sa première gamelle. C'est selon votre équilibre. Mais moi, je voyais pas ça comme ça. J'avais l'impression que ça allait après la voie. Vous savez, les voies Georges Pompidou qui suivent la Seine. Alors, il y a une voie pour les véhicules à moteur, il y a une voie pour les vélos, et je pensais que sur la Seine, il y aurait les surfs après pour circuler dans Paris. Non, parce qu'il faut quand même, faut être tracté. Il faut de l'élan, il faut de l'élan, il faut de la vague, il faut de la portance, on va dire. Elle n'en manque pas de l'élan, notre Marine Van Tournout, quand on lui parle de sa revue de presse du matin. Merci Marine de rien. Pour tous ces bonnes et moins bonnes nouvelles, mais c'est le quotidien de notre presse quotidienne régionale. Allez, on va tout de suite se poser la question d'été. Alors, il y a un petit sondage sur Twitter, comme tous les jours. Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes plutôt masque jetable ou réutilisable ? Eh bien, en tout cas, on vous attend dans les commentaires sur notre Twitter et vous pouvez aussi voter. Est-ce que vous êtes plutôt masque ou réutilisable ? Voilà, le Twitter de Sud Radio, parce que évidemment, il y a une question de budget dans tout ça. On va en parler aussi au cours de notre débat avec tout de suite les spécialistes qui répondent à vos questions si vous le souhaitez, au 0826 300 300. Comment bien choisir et utiliser le masque puisqu'il devient obligatoire ? Sud Radio question d'été. Cette question d'été, on va tout de suite la poser au téléphone au professeur Bruno Mergarban, chef du service de réanimation médicale de l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous ce matin parce que on avait bien besoin d'un médecin. On va vous le dire parce que on entend tellement de choses et leur contraire, mais c'est normal après un tel phénomène. Alors d'abord, laissez-moi vous poser la question rituelle. Comment va la situation dans les hôpitaux parisiens aujourd'hui ? Alors, la situation est plutôt bonne. Oui. Effectivement, les services de réanimation ne sont pas débordés. Néanmoins, on voit depuis maintenant une quinzaine de jours augmenter le nombre de patients hospitalisés en réanimation pour une forme un peu grave de Covid avec pneumonie. Donc, en l'occurrence, dans le service de réanimation à l'hôpital Lariboisière, nous avons 3 patients actuellement hospitalisés. D'accord. Et sur l'ensemble des hôpitaux d'Île-de-France, il y a 45 patients. Donc le chiffre augmente, il est certes encore à un niveau assez bas, mais il augmente régulièrement. Alors, on va dire à peu près 40% de ces patients ont contracté le coronavirus en étant à l'étranger. Ils ont été rapatriés. Et l'ont rapporté en France, du coup. Alors, essentiellement depuis l'Algérie. Oui. 60%, c'est cette partie-là qui est plus inquiétante, ont contracté le virus en métropole et notamment en région parisienne. D'accord. Et essentiellement dans des foyers intrafamiliaux. C'est-à-dire, alors même peut-être qu'ils mettent bien le masque à l'extérieur, en rentrant chez eux, en faisant des soirées à la maison, eh bien, ils ont contracté le virus. En famille, oui, le plus souvent. Non, je vous pose la question, professeur, parce que en fait, on aime bien considérer que nos auditeurs sont adultes et responsables. On a eu le sentiment qu'il y avait un effet d'annonce du gouvernement, des pouvoirs publics et des pouvoirs de santé pour faire peur. Pour en fait prendre conscience et faire prendre conscience qu'il faut porter le masque, qu'il faut se protéger, qu'il faut avoir les gestes barrières, mais que cette alerte va un peu au-delà de la situation réelle. Qu'en est-il ? Alors, j'allais dire, de principe, il vaut mieux prévenir et correctement prévenir que se retrouver en situation et même crier fort catastrophe avant. Et devoir guérir alors qu'on n'a pas de traitement et devoir faire un confinement généralisé. Mais vous le savez, tout le monde s'est posé la question puisque, alors, on ne va pas revenir dessus, mais c'est vrai qu'au début de la crise, les pouvoirs publics ont laissé entendre que le masque n'était pas important. On le sait maintenant, c'était une façon de pallier la pénurie et de ne pas se retrouver face à des situations ingérables autour de la distribution de ces masques. Aujourd'hui, on sait que le masque est en fait la seule barrière réelle contre la transmission de la maladie. Aujourd'hui, c'est vraiment notre arme. Alors, en fait, le masque est un complément très important aux mesures barrières habituelles, c'est-à-dire la distanciation sociale de 1 voire 2 mètres, le lavage régulier des mains aux solutions hydroalcooliques. Bien sûr, lorsqu'on ne peut pas appliquer ces mesures, eh bien, on va devoir mettre le masque. Et donc, évidemment, son port est essentiel dans les milieux clos,
car ce sont dans ces lieux-là où il y a un brassage de population avec une distanciation insuffisante, souvent un temps de contact entre les personnes qui discutent entre elles important, avec un air qui n'est pas renouvelé, qui n'est pas bien ventilé. Et donc ce sont les conditions principales qui favorisent la diffusion du virus. La quasi-totalité des clusters qui sont identifiés sont nés en milieu clos, soit public d'ailleurs ou privé. Alors évidemment, en public, on peut légiférer, et donc c'est le cas actuellement. Il faut absolument, de façon obligatoire, porter le masque sous peine d'une amende. À l'inverse, dans le milieu privé, c'est plus compliqué. C'est pourquoi il faut faire des recommandations pour que les personnes ne fassent pas des réunions inutiles avec un nombre de personnes important, sans prendre de précautions. Alors aujourd'hui, la pénurie, c'est du passé. Hein. On sait qu'il y a pléthore. Il y a le stock nécessaire à l'utilisation par tous les Français et notamment le personnel de santé. On est bien d'accord. Du point de vue du personnel de santé, vous avez les masques qu'il faut parce qu'ils sont peut-être plus complexes que ceux que l'on porte simplement pour se protéger dans la rue. Et il y a plus de, enfin, je dirais qu'il n'y a plus de crise du masque dans le secteur santé. Non, alors en fait, à l'hôpital, il faut dire, on n'a jamais réellement manqué de masques. Simplement, on a flirté avec les extrêmes des réserves que nous avions. Donc aujourd'hui, les hôpitaux ont reconstitué des stocks suffisants. Par exemple, à l'hôpital Lariboisière, nous avons la quantité suffisante de tenues de protection individuelle et de masques pour au moins 1 à 2 mois de crise extrême, comme on l'a connu en mars-avril. Donc théoriquement, il ne devrait y avoir aucun problème à ce niveau. Bon, alors j'ai appelé également un fabricant de masques, ou on va le voir, un ex-fabricant, c'est selon. C'est Laurent Brunas qui est avec nous. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Castres, hein, dans le Tarn. Oui. Alors, vous êtes à l'origine fabricant, on va dire, de vêtements pour les personnels de sécurité, par exemple pour les pompiers, notamment, hein. Exact. C'est-à-dire que vous êtes déjà tenu dans votre fabrication à certaines normes, à certains cahiers des charges, très surveillés par les pouvoirs publics. Oui, tout à fait. On fait beaucoup d'effets qui s'appellent des EPI, des équipements de protection individuelle. Donc, c'est des risques liés au feu, à l'antistatique et autres. Bien sûr. Donc, c'est des articles qui sont labellisés, qui passent en labo et qui sont normés. Et vous avez été... je dirais tout de suite sur le pont, au moment où on a cherché des fabricants de textiles français pour répondre à la demande de masques à l'époque, au début de la crise. Disons que oui, effectivement, on a été contacté par nos clients sapeurs-pompiers qui étaient vraiment dans le besoin, et donc très rapidement, on a orienté notre outil de fabrication sur de la fabrication de masques très rapidement. Et on parle de masques jetables ou de masques réutilisables? Alors nous, au début, on est sur du masque réutilisable, lavable. Au début, on a fait des masques en tissu, et après, on a fait des masques en tricot. Parce qu'on a la chance d'avoir des métiers à tricoter, donc on a pu tricoter nos masques, ce qui voulait dire qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas du travail humain derrière, donc tout est mécanisé, quoi. Voilà. Ah oui, mais alors, dans les tricots, il y a des trous dans les tricots, ça filtre quand même? Ah ben oui. Si la maille est serrée, quoi. Ben oui, en fait, c'est en fonction de la maille. Donc là, on était avec des mailles qui étaient fines. Et l'avantage, c'est d'avoir une très bonne ergonomie, une bonne infiltration et un produit qui est confortable et léger, ouais. C'est sûr. Et donc après, forcément, tout est parti en labo et en test de filtration pour que les masques reviennent avec les homologations conformes pour être UNS1 avec le nombre voulu de lavage. Ok, donc on a 2 spécialistes avec nous, le professeur Megarban de l'hôpital Lariboisière à Paris, pour l'aspect, on va dire, plus sanitaire sur la situation en général. Un fabricant de masques pour nous expliquer les subtilités du tissage, de l'utilisation et de comment ça fonctionne, comment on les lave peut-être aussi. On revient dans 1 minute pour se poser des questions super pratiques sur votre utilisation du masque.
Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud. On continue avec notre question d'été autour des masques puisqu'ils deviennent obligatoires, pas partout, mais enfin de plus en plus dans les villes et notamment dans les destinations de vacances, les stations balnéaires et les lieux où vous vous regroupez pour passer du bon temps. Alors, est-ce qu'on s'en sert bien? Est-ce qu'on a le bon masque? Est-ce qu'on a la bonne utilisation et le bon comportement avec ces masques? On vote sur Twitter, Marine, ça se déchaîne? Oui, ça se déchaîne du coup sur notre Twitter, hashtag les routes de l'été. On vous pose cette question ce matin. Covid-19, vous êtes plutôt masque jetable ou masque réutilisable? Et pour l'instant, c'est le jetable qui l'emporte à 58% contre 42% pour le réutilisable. Et il y a beaucoup de commentaires déjà ce matin avec de temps en temps des questions un peu plus pas sans rire, caustiques. Il y a Olen qui nous dit ce matin masque jetable pour polluer la mer et les rivières, pourquoi? Oui, bien sûr. Et oui, c'est un des corollaires de ce masque jetable. C'est la pollution qu'il génère. On en parlera peut-être en fin de débat. Mais pour l'instant, posons la question Twitter au professeur Megarban qui est avec nous de l'hôpital Lariboisière. Alors, Bruno Megarban, plutôt masque jetable ou plutôt masque réutilisable? On va dire pour le commun des mortels, pas pour les corps médicaux. Alors, c'est une très bonne question. Donc, je vais essayer de synthétiser un petit peu. Merci beaucoup. Donc, il y a quatre types de masques, en fait. Alors, les masques dits FFP2, qui sont les masques filtrants, qui, eux, filtrent 100% des gouttelettes, mais également quasiment 95% des particules. Alors, ce sont des masques qui sont très difficiles à porter, qui doivent être uniquement réservés au personnel soignant qui travaille dans les services de réanimation, parce qu'en fait, c'est vraiment ceux au contact, une certaine contrainte, un inconfort thermique et respiratoire. D'accord, mais ces masques-là, excusez-moi, je ne les recommande pas. C'est ceux dont on est sûr qu'ils sont au contact de gens contaminés. C'est-à-dire que vraiment, ils sont au contact de la maladie. Exactement. Donc ceux-là, je ne les conseille pas au grand public. D'accord. En fait, le risque, c'est de mal les porter. Bien sûr. Ensuite, deuxième catégorie, ce sont les masques chirurgicaux. C'est ceux qu'on voit dans la rue, ceux-là. C'est les plus communs. Exactement, les masques bleus, en fait, chirurgicaux, qui sont des masques anti-projection. Donc, eux stoppent environ 95% des gouttelettes et filtrent évidemment ces gouttelettes. Et donc, ce sont les masques à recommander essentiellement si on est dans un milieu en contact avec du public où il y a un brassage de personnes. Bien sûr. Notamment dans un lieu professionnel. Mais professeur Megarban, je vous pose tout de suite la question. Au début, on nous a dit les masques protègent les autres, c'est-à-dire de soi vers les autres. Est-ce que dans le sens inverse, ça marche aussi? Est-ce qu'on est protégé des autres par ces masques? Oui, tout à fait. Alors, les masques chirurgicaux filtrent. Donc, effectivement, dans les deux sens. Ils protègent. Maintenant, ça n'est pas une protection à 100%. Bien sûr. Parce que malheureusement, il peut y avoir des projections qui entrent sur le côté du masque, entre les oreilles et le masque. D'accord. Et après, on se touche les muqueuses, on peut se toucher les yeux, la bouche, et le virus rentre plus facilement dans notre sang, puisque c'est là qu'il est véhiculé, bien sûr. Malgré tout, la protection est relativement importante, et donc c'est le masque à recommander lorsqu'on est en contact régulier avec le public. Alors les masques jetables maintenant, professeur. Alors voilà. Les masques, je veux dire les masques réutilisables. Voilà. La troisième catégorie, ce sont les masques grand public en tissu, qui sont les masques dits alternatifs. Qu'en fait, ils constituent un complément des gestes barrières. Oui. Leur action filtrante est plus réduite. Malgré tout, ils ont une certaine efficacité de l'ordre de 90% sur les grosses particules. Et donc, ils ont le même niveau de recommandation que les masques chirurgicaux. D'accord, très bien. À condition de bien les utiliser, on va en parler tout de suite. Et enfin, la quatrième catégorie, professeur? Alors, la quatrième catégorie, ce sont les masques que l'on fabrique soi-même à la maison. Alors, si on se guide sur des tutoriaux mis en ligne par l'AFNOR, là, on arrive à un niveau de protection de l'ordre de 70% contre les gouttelettes. Mieux que rien, quoi, vous diriez. Une carte toute simple. Là, malheureusement, le niveau n'est pas garanti.
D'accord, d'accord. Et puis c'est vraiment à l'avenant, quoi. C'est selon comment on le fabrique, avec les matériaux qu'on utilise, etc. Alors, notre fabricant, Laurent Brunas, évidemment, il répond à la 3e catégorie de masques, il faisait des masques en tissu. D'ailleurs, vous avez arrêté, Laurent, vous m'avez dit au téléphone, j'étais assez surpris. Vous ne fabriquez plus après cette demande énorme? Ben, disons que nous avons fabriqué de mi-mars jusqu'à début juin. Oui. Et à début juin, tout s'est arrêté parce que tout le monde était équipé, avait reçu des gros volumes venant de l'Asie. Donc, oui. La fabrication s'est arrêtée net. Vous voulez dire, même en matière de masques réutilisables, lavables, tout ce qu'on a maintenant sur le marché vient d'Asie? Je ne dis pas tout, mais une bonne partie, oui, effectivement. Oui. Mais alors, oui. Qu'en est-il de cette indépendance que prônait le président de la République sur la production de masques, notamment? À ce niveau-là, je ne sais trop rien. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a répondu présent, les fabricants français ont répondu présent début. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le textile est une industrie qui a été pas mal souffert. Impacté, oui, bien sûr. Je me rappelle juste, en 1973, il y avait 1,2 million de personnes dans l'industrie textile. Oui. Les chiffres de l'an dernier font état de 62 000 personnes en France. D'accord. Voilà. Et donc, vous, ça a été un coup d'arrêt, quoi. Début juin, l'arrivée, on va dire, des containers de masques depuis l'Asie a été un coup d'arrêt à votre production. Oui, absolument. Oui. Mais vous aviez investi pourtant dans des machines, non? Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous, le masque, si vous voulez, les 17 premiers jours, on a fait des masques qu'on a offerts aux sapeurs-pompiers. Oui. Vos clients, habituels, on va dire. Ouais. Donc j'ai des clients qui m'ont téléphoné en me disant qu'ils n'avaient rien, ils partaient à l'intervention et on leur postillinait dessus, donc ils n'avaient rien. Donc oui, bien sûr. On est parti dans un élan de solidarité, on s'est dit il faut les aider. Et ce qui a été bien, c'est que je me suis aperçu que j'avais une vraie équipe très solidaire et qui s'est beaucoup investie. Donc ça, c'était vraiment le point positif chez nous dans l'entreprise. Donc très rapidement, on a fait ces masques. Ensuite, on les a fait en parallèle, on les a fait homologuer par le biais de la DGA et ensuite de l'IFTH. L'un permet de voir le niveau de filtration et l'autre gère le nombre de lavages, en l'occurrence l'IFTH. Et après, suite à ça, on a fait pas mal de masques tricotés. Oui, comme vous m'avez dit. Alors, voilà. Professeur Megarban, puisqu'on parle là des masques réutilisables, c'est souvent une question de budget d'ailleurs, parce que le masque jetable, il coûte cher quand on a une famille avec plusieurs enfants. Dites-moi, ce masque lavable, on a entendu beaucoup de choses sur la façon de le laver notamment. Est-ce qu'on peut partir du principe que le virus, c'est un organisme vivant et que donc, on va dire à 100 degrés, de toute façon, il est tué? Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, là, je vous entends, oui. Parfait. Donc, effectivement, la température tue le virus. Encore faut-il la mettre à bonne température. Donc, on estime que laver le masque à 60 degrés pendant au moins 30 minutes tue définitivement toute trace de virus. Mais de la même façon, si on verse de l'eau bouillante, de l'eau de son thé à 100 degrés, de l'eau qui bout sur le masque, et ça va aussi le désinfecter, le stériliser en quelque sorte. Alors, c'est vrai, mais ça n'est pas la technique qui est recommandée officiellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas garantir que la température reste à 60 degrés pendant la durée suffisante. Ah oui. Donc, ce qui est recommandé, c'est faire un lavage machine à 60 degrés pendant 30 minutes. Mais bien sûr, je comprends que si on le met dans de l'eau bouillante pendant une durée suffisante, il n'y a pas de problème non plus. Parce que ce n'est pas instantané, c'est-à-dire que si on verse de l'eau à 100 degrés ou de l'alcool à 90 sur un masque insuffisamment longtemps, ça n'est pas instantané, en fait, l'annihilation du virus. Alors, le problème, c'est qu'il peut y avoir peut-être des particules qui sont nichées au sein du filtre. Et du gras qui protège ou des choses comme ça. Une exposition unique pourrait ne pas être suffisante. Oui, je comprends. Il faut un certain temps pour garantir les choses. Bon, ça c'est important parce que déjà on sait ça. Ensuite, le masque jetable, professeur, combien de temps on peut le porter et qu'il soit efficace? Alors là aussi, évidemment, en théorie, il y a la théorie et la pratique. La théorie, c'est 8 heures pour garantir que l'effet filtre reste fonctionnel et bien sûr permettre de filtrer les particules tel qu'il est annoncé dans le guide d'utilisation. Donc c'est un masque par jour, simplement. Voilà.
Maintenant, les 8 heures sont à moduler, évidemment. C'est-à-dire, si vous l'utilisez intensivement et que le masque devient humide, il faut le changer. Oui, à cause de la vapeur de l'exhalaison, quoi, de la respiration. Voilà, exactement. Aussitôt qu'il est humide, il faut le changer. À l'inverse, si vous le mettez 5 minutes pour sortir faire une course, j'entends tout à fait qu'on puisse le réutiliser le lendemain sans aucun problème. Oui, parce que, évidemment, on n'a pas été confronté à une situation à risque d'avoir capturé du virus sur son masque. Et la façon dont on le jette, parce que le temps passe malheureusement trop vite, mais la façon dont on s'en débarrasse, est-ce que c'est comme ces déchets contaminés à l'hôpital où il y a une poubelle spéciale, un sac spécial? Alors évidemment, ça serait l'idéal, mais malheureusement, on n'a pas ça chez nous, bien sûr. Particulière. Donc, ce qui est recommandé là aussi, c'est de le mettre dans un sac plastique bien fermé, de conserver ce sac pendant 24 heures, et puis ensuite de placer ce sac dans la poubelle générale. D'accord, formidable. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Bruno Megarban, merci d'avoir été avec nous. Laurent Brunas, un petit dernier mot. Vous savez que est-ce que les pompiers, d'abord, ils ont été satisfaits, j'imagine, de vos masques. Est-ce qu'ils les utilisent encore ? Oui, ils les utilisent encore et ça va plus loin que ça parce qu'ils l'ont intégré dans la tenue complète maintenant. Donc lorsqu'il y a des nouvelles recrues dans le paquetage, ils intègrent un masque lavable. Voilà. Ah oui, d'accord. Un paquet de masques lavables. Donc c'est devenu, devenu une partie intégrante de la tenue. Ouais. Merci beaucoup Laurent Brunas, fabricant de masques, ex-fabricant de masques, mais toujours fabricant de textiles à Castres, c'est chez Regain. Et merci au professeur Megarban de nous avoir donné quelques pistes à nouveau au moment où on va devoir reporter le masque plus sûrement. En tout cas, c'est un budget, hein. On en reparlera certainement, Marine, parce que ce soit jetable ou que ce soit lavable, dans les deux cas, c'est un budget. Où est-ce qu'en est le Twitter, avant de se quitter, sur ce sujet ? Eh bien, sur la question du masque jetable ou réutilisable, vous posez la question ce matin, hashtag les routes de l'été sur Twitter. Ouais. Eh bien là, ça s'est un peu rapproché, c'est plus que 51% pour le masque jetable. Tout à l'heure, on était beaucoup plus fort. Est-ce qu'on a fait changer la vie, les tweetos ? On ne sait pas. Je crois que les tweetos, simplement, ils réfléchissent un peu et ils se disent que la solution, elle est ni vraiment dans l'un, ni vraiment dans l'autre, et peut-être dans un mix des deux. Exactement. Hein, la voie du milieu, c'est un peu notre truc, ça, Marine. Hein. Exactement. Allez, on se retrouve tout de suite sur les routes de l'été pour notre petit coup de pouce à la jeunesse.